En titré il y a un instant, Poutine parle de paix, mais frappe en même temps, référence à cette attaque record cette nuit de drones et de missiles. Est-on trop naïfs, nous, Européens, mais je parle aussi des Américains, en pensant que Vladimir Poutine veut vraiment négocier? Et est-ce qu'on pense vraiment, ou est-ce qu'on est conscient que tout ceci n'est, et je vais reprendre l'expression de Nicolas Tenzer, n'est qu'un jeu de dupes, n'est qu'une mascarade? Quel est votre regard? Je crois, avec tout le respect que l'on doit au président de la première puissance mondiale, que le plus naïf, c'est quand même Donald Trump. Parce que voyez-vous, il faut dire les choses à un moment. C'est ça que nous payons aujourd'hui. C'est ça que paye l'Ukraine. C'est ça que payent les civils qui se font bombarder comme la nuit dernière, avec 614 drones et missiles envoyés où? Pas sur les lignes de front, dans les villes ukrainiennes. C'est ça ce que nous payons. Et pourquoi dis-je ceci? Parce que, avant le 20 janvier, les États-Unis avaient une position ferme et non naïve avec la Russie. Il faut le reconnaître. Depuis le 20 janvier, on a lâché la pression. Et j'allais presque dire, si vous pardonnez l'expression, on a ouvert les vannes. On a réhabilité Vladimir Poutine dans un contexte qui sera historique. Je parle de celui de la réhabilitation de Vladimir Poutine à Anchorage, il y a maintenant une semaine. Et tout ça a provoqué quoi? Non pas la paix en 24 heures, mais une accélération des combats. Et pour celui qui dit qu'il est un homme de paix, je ne doute pas qu'il le soit. Je pense qu'il le souhaite volontairement et sincèrement. Et bien pour celui-ci, s'il regarde maintenant 6 mois en arrière, combien de victimes, madame? Combien de victimes qui auraient pu être évitées si jamais on avait eu la posture qu'il faut avoir avec Vladimir Poutine? Parce qu'on le sait. Quand vous dites on, vous parlez uniquement des Américains, vous parlez également des Européens. Parce que nous aussi, Européens, on est naïfs en participant à ce jeu des discussions. On a essayé, peut-être un peu trop, monsieur, c'est mon avis personnel, de tout faire pour essayer d'accrocher, de raccrocher les États-Unis, d'arrondir les angles avec raccrocher les États-Unis de là où ils n'auraient jamais dû se défaire. On a essayé de le faire, avec le succès que l'on voit désormais, hélas, aujourd'hui. Alors tirons-en les conclusions. Les conclusions, c'est que cette rencontre, puisque désormais on ne discute même plus de cessez-le-feu, cette rencontre présentée comme une victoire, il en fallait une sans doute, à l'occasion de ce sommet improvisé à Washington, car il n'y a pas d'autre mot. Cette victoire arrachée à 1h du matin, si on a bien compris, après 40 minutes de discussion nocturne, peut-être alors qu'on a réveillé nuitamment son interlocuteur, je parle de Vladimir Poutine, puisque nous avons compris que après 45 minutes de discussion avec nos 9 Européens qui avaient traversé l'Atlantique, on les laisse là, on va discuter pendant 40 minutes avec Vladimir Poutine, et on revient en nous disant eh bien, il est peut-être d'accord pour rencontrer Volodymyr Zelensky, et c'était la grande avancée. Et madame... La grande avancée, pardonnez-moi Thierry Breton, c'était aussi pour la première fois la confirmation par les États-Unis de l'implication des Américains dans la sécurité de l'Ukraine en cas d'accord de paix. Il y a eu une ouverture à ce niveau-là, est-ce qu'il y a eu une avancée? C'est très important ce que vous venez de dire, parce que je crois que c'est comme ça qu'il faut le dire. En cas d'accord de paix. Voilà, vous avez tout dit. Eh bien, voyez-vous, nous n'y sommes pas. Et il faut tout faire pour précisément y aller. Et vous croyez, je ne vous mets pas en cause vous-même, vous me le comprendrez, c'est un vous collectif. C'est un vous collectif. Vous croyez, nous croyons que, alors qu'on se dit, bah écoutez, quand il y aura un accord de paix, c'est-à-dire, je le dis dans nos téléspectateurs, ce qu'il y a de plus compliqué à faire, dans combien de mois? Parce que les accords de paix, ça se fait pas en 24 heures sur un coin de table. Quand il y aura un accord de paix, alors voici la garantie de sécurité qu'il y aura. Et que dit M. Lavrov ce matin, ou plutôt cet après-midi à Moscou? M. Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères russe. M. Lavrov nous dit, très clairement, ah bah attendez, si jamais vous commencez à parler de garantie de sécurité qui fera en sorte que on a des troupes de pays de l'OTAN, parce que les États-Unis, alors ils n'ont vraiment pas de troupes, mais nous, les Français, peut-être les Anglais, on fait partie, vous pensez bien que je romps tout et qu'il n'y aura même pas de discussion entre nous deux. C'est la fameuse force de réassurance, effectivement, qui est évoquée par des Européens. Et donc nous y voilà la quadrature du cercle. Et j'aimerais bien justement, on va l'écouter, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, sur cette fameuse force de réassurance. Écoutez. Comme le montrent pour le moment les discussions entre l'Occident et l'Ukraine, tous ces plans portent essentiellement sur des garanties pour une intervention militaire étrangère sur une partie du territoire ukrainien. Et j'espère vraiment que ceux qui envisagent de tels plans, qu'ils essaient simplement d'attirer l'attention ou non, comprennent quelles en seront les conséquences. Cela serait totalement inacceptable pour la Fédération de Russie et pour toutes les forces politiques rationnelles en Europe.
de réassurance. C'est un des éléments clés des discussions qui ont lieu en ce moment autour des garanties de sécurité. Effectivement, vous l'avez dit, pas question pour les États-Unis d'envoyer des troupes. En revanche, les Français et les Britanniques, notamment, se sont engagés à participer à cette force de réassurance avec l'envoi de plusieurs milliers de soldats en second plan, en second rideau, d'une certaine façon, en cas d'accord de paix. Quand on entend Sergueï Lavrov qui dit « il est hors de question pour nous, Russes, d'accepter de telles troupes étrangères sur le sol ukrainien, donc d'accepter ces garanties de sécurité. » Tout est dit, mais alors ces discussions aujourd'hui, est-ce qu'elles sont vaines, les discussions qu'on a en ce moment? Mais vous venez de prononcer le mot. Sergueï Lavrov est sans doute l'un des diplomates sur la planète qui est le plus roué. C'est l'un des plus anciens dans ce poste. C'est un peu le Talleyrand russe. Il a tout vu, il a tout fait. Il a été formé à l'école soviétique. Il parle le Poutine par cœur. Il parle l'Union soviétique par cœur. C'est la grande diplomatie soviétique, rematinée désormais à l'ère de la Russie. Sergueï Lavrov, il faut l'écouter. Il vient de nous dire quoi? Il vient de nous dire tout simplement, si vous continuez à parler de forces de garantie, de sécurité, de second niveau, dans lesquelles vous enverriez, alors il faut dire aussi de quoi on parle. Nous, on parle de 2 brigades, peut-être 3. L'ensemble des forces armées ukrainiennes, c'est 85 brigades. Ouais. Non mais il faut aussi nuancer les choses. Hein. Bien sûr. Mais il n'en demeure pas moins qu'il brandit ça comme un chiffon rouge. Il dit, arrêtez de parler de ça, parce que tant que vous parlerez de ça, si jamais vous mettez ça en œuvre, ça veut dire que pour nous, notre propre sécurité est mise en cause, donc il n'y aura pas de discussion. Donc oui, je vous le dis aujourd'hui, moi j'entends, je lis, j'ai l'habitude, on est tous l'habitude. Il faut revenir encore une fois à ce que nous avons appris de la diplomatie, si je puis dire. C'est pas une diplomatie, c'est la logique des rapports de force. On est dans cette logique. Et ce qui est terrible, est-ce qu'on est trop tendre, justement, dans cette logique de rapport de force, nous, Européens? Nous, bien entendu qu'il faut qu'on commence à en tirer les conclusions. On est trop tendre, y compris avec Donald Trump. Il faut qu'on comprenne désormais que nous sommes seuls. Il faut arrêter d'essayer de dire que nous allons pouvoir essayer de convaincre par notre bénévolence les gestes de Sa Majesté. Sa Majesté, elle pense pour elle. Poutine, je parle de Trump, hein, on a compris. Poutine, il pense pour lui. Et nous sommes au milieu, ceux que nous mangeons, et à notre droite et à notre gauche. Donc bien sûr qu'il faut maintenant qu'on arrête, nous les Européens. Voilà, il est temps de se faire. Vraiment, c'est le réveil. Qu'on arrête, quand vous dites réveil. Très concrètement, est-ce que là, on a tort aujourd'hui d'engager ces discussions sur les garanties de sécurité? Est-ce que c'est trop précoce? Toutes les discussions sont importantes, évidemment. Mais il faut aussi qu'on aille au bout. Et quand je dis les discussions sont importantes, par exemple, il y a des. Je pose une question très simple. Pourquoi les Allemands n'envoient pas encore leurs missiles Taurus? Enfin, on en a parlé, ils sont importants. Ce sont des armes importantes pour que l'Ukraine se défende contre les agressions. Alors, on avait pensé que c'était fait. Et pourquoi est-ce que d'un seul coup, c'est plus fait? Mais si je prolonge, nous avons maintenant mis en œuvre, nous les Européens, des programmes très importants de financement de notre défense. Ils sont où? Il faut qu'on investisse ensemble. On a réussi à mobiliser, pour faire face aux conséquences de la crise du Covid, 700 milliards d'euros. Et pourquoi on ne peut pas faire pareil sur la défense? En mutualisant encore une fois nos dépenses, parce que c'est complètement existentiel. Voilà, il faut vraiment qu'on prenne vraiment la connaissance, et je le dis avec ce soir, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses au cours de ces dernières 24 heures qui doivent nous inciter à réfléchir collectivement. Pardon, mais cette scène également à Washington, et je ne critique personne en le disant, je comprends la difficulté extrême d'être quelque part convoqué, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, en quelques heures à Washington. On y va à 6, et puis on amène également monsieur Mark Rutte. On se demande ce qu'il faisait là. Du reste, je l'aime beaucoup, il est très bien, mais qu'est-ce que le secrétaire général de l'OTAN faisait dans cet aéropage? On n'en sait rien, puisque l'OTAN n'est pas mobilisé. Enfin bon, le président du Conseil européen, qui représente précisément les chefs d'État, n'était pas là. Bon, très bien. Pourquoi il n'était pas là, monsieur Costa? Bon, mais enfin les autres viennent en 24 heures, et au fond, au bout de 40 minutes, on les abandonne pour avoir une conversation avec M. Poutine. On les voit tous assis dans le bureau ovale. Ce sont des chefs d'État et de gouvernement qui représentent, excusez du peu, 450 millions de nos concitoyens. Oui, c'est vrai que cette scène est encore une scène qui a été faite aussi, parce qu'on est dans le monde de l'image. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Pour nous humilier, bien sûr. C'est une scène d'humiliation. Bien sûr que cette scène n'est pas quand même à la gloire de l'Europe. On ne peut pas dire l'inverse, malgré tout. Tout ceci pour obtenir quoi? On va peut-être éventuellement vous aider sur des forces de réassurance. Bien sûr que c'est important. Mais avant de parler de forces de réassurance, il faut évidemment les engager. Il faut évidemment voir quel format elles pourraient avoir, qui seront les volontaires. Enfin, il faut quand même qu'on mette de la pression, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour pouvoir avoir ce que les Européens ont toujours dit avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Il faut vraiment arriver à un cessez-le-feu. Et tant que Poutine n'aura pas de la pression des Américains pour ça, eh bien il fera ce qui s'est passé cette nuit. Ils font des mamours. Il se fait féliciter, applaudir en Corée, et la nuit, il frappe les civils. J'aimerais revenir sur un point qui est crucial. Vous avez parlé de l'armement tout à l'heure. Vous avez dit il faut qu'on se réveille sur notre défense, il faut qu'on investisse collectivement. Pour obtenir la protection des États-Unis, Kiev est prêt à dépenser 100 milliards de dollars d'équipement militaire américain. C'est selon un document qui a été consulté par le Financial Times. On n'est pas en capacité, nous, Européens, aujourd'hui, de produire ces équipements? Là aussi, c'est sympathique, parce que Kiev est prêt à annoncer qu'ils vont dépenser 100 milliards. Ouais. Non, qu'ils vont demander
aux Européens, Européens de payer. 100 milliards. Oui, je fais la nuance parce que juste, il faut que nos téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit. Non, mais c'est ça, c'est Kiev nous est donc qui payons, prêt ce sont les à États-Unis qui accepter encaissent. que effectivement les Européens financent